Une fois en fait que tu as constitué ton premier groupe de bénéficiaires, ça va être important de leur permettre de s'exprimer pour qu'ils te partagent quels sont les besoins qu'ils ont réellement sur le sujet. Pour ça, il y a un livre qui s'appelle The Value Proposition Design qui a été écrit par Alexander Osterwalder et qui définit 6 méthodes types que tu peux utiliser pour interroger les bénéficiaires. Parmi ces méthodes, il y a la méthode du journaliste. Le journaliste, c'est celui qui va, tel un investigateur, aller poser des questions comme s'il interviewait pour un journal ses utilisateurs. Il y a une méthode qui est hyper intéressante quand on monte un projet à impact, c'est la méthode de l'anthropologue. L'anthropologue, lui, il se met plutôt en posture d'observation. On a parfois chez nous des porteurs de projets qui étudient un public bien spécifique et qui, pour ça, vont aller passer du temps tout simplement avec ces personnes-là. 1 jour, 2 jours, ça peut aller sur plusieurs semaines et qui vont juste observer. Qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien? C'est quoi les actions que ces personnes réalisent? Quelles sont les tâches du quotidien les plus importantes? Ça permet de comprendre les enjeux et la réalité du quotidien des personnes à qui on veut s'adresser. Il y a également une méthode qui est celle de l'imitateur. L'imitateur, c'est le fait de se mettre à la place finalement de ses bénéficiaires pour pouvoir vivre soi-même la situation et comprendre derrière quels sont les enjeux, les blocages liés au problème. Une 4e démarche, c'est celle du co-créateur. C'est d'impliquer directement dans la conception du projet les bénéficiaires de son projet. Ça peut être de faire des sessions de brainstorming avec les personnes à qui tu t'adresses, par exemple. Tu peux aussi jouer le rôle du détective de données qui cherche, lui, à réaliser des statistiques pour en tirer des conclusions sur le besoin étudié. Et enfin, il y a la méthode scientifique qui consiste, elle est assez courante et on la retrouve souvent, à faire des formulaires qu'on peut envoyer via les réseaux sociaux ou via d'autres biais aux bénéficiaires qui sont concernés. Par contre, il faut s'assurer d'une part de la qualité des questions qui sont posées, mais également de à qui tu les envoies. On va découvrir tout de suite comment nos 4 entrepreneurs ont fait au départ pour questionner des personnes. Alors nous, on marchait en fait un peu sur 2 pattes sur le projet. Il y avait la question des associations, en fait, partenaires qui avaient des besoins, mais aussi des utilisateurs et des donateurs qui allaient donner. Donc en fait, on a fait 2 méthodes. Pour les associations, on a fait des entretiens. Donc en tout, on a fait 30 entretiens qui duraient entre 30 minutes et 1 heure pour les plus gros qui voulaient vraiment rentrer dans le détail. Donc on écrivait tout à la main, c'était très pénible, voilà. Et ensuite, pour les utilisateurs, on a fait une dizaine d'entretiens. Et en plus de ça, on a fait un Google Form, en fait, tout simplement un questionnaire. Par contre, on a mis du temps à élaborer pour analyser les résultats. Et pour la petite histoire, on a eu beaucoup de succès sur ce questionnaire. Pourquoi? Parce qu'on a été partagé par un forum dont je ne citerai pas le nom, qui était contre notre projet. Et donc on s'est tapé un bad buzz. Mais du coup, on a eu 3000 retours utilisateurs. Ça nous a permis de, même les commentaires négatifs, en fait, on a su tirer notre épingle du jeu et analyser ça et voir en fait que ça correspondait à un vrai besoin finalement et que c'était pas simplement juste de la haine qu'on te jetait au visage. Nous, on a abordé une démarche à la fois quanti mais surtout quali. L'idée, c'était de pouvoir cerner si le besoin il était là, mais surtout comment il s'exprimait. Et parfois, il y avait vraiment une distinction à faire entre le besoin exprimé et le besoin réel. Donc, d'où la notion de l'importance de demander pourquoi, en fait, de poser la question pourquoi. Pourquoi vous êtes intéressé par le service, pourquoi valoriser vos fruits et légumes, c'est quelque chose d'important. Pourquoi vous faire aider par des étudiants en tant que senior vous apporte de la valeur. Alors ce que j'ai essayé de faire déjà, en parlant un peu autour de moi avec des personnes de la direction, ils me disaient il faut que tu fasses un questionnaire. Et je les ai interrogés au moment de leur repas, sur place en fait, sur le lieu où ils consommaient leur repas. Et en fait, je me suis rendu compte en posant des questions ouvertes qu'il y avait plein de problématiques. Ah non, je ramène pas mes couverts de chez moi parce que j'y pense pas. Ah non, je peux pas en fait parce qu'à l'EM, je peux pas les laver. Et de laisser de plus en plus parler la personne pour pouvoir l'écouter. En fait, c'est ça le plus important. Quand on est une entreprise sociale, en fait, on a les bénéficiaires et on a les clients qui sont pas forcément les mêmes. Moi, dans mon cas, du coup, c'était aller voir les fondations d'entreprise, aller voir les directions RSE, aller voir toutes ces personnes en charge de l'engagement dans les entreprises pour comprendre. Tu vois, au départ, je te disais, on voulait faire une plateforme. Je suis allée dans les entreprises, ils avaient des plateformes. Du coup, premier enseignement, pas la peine de faire une plateforme. Deuxième enseignement, je me disais, il manque d'opportunités, ils ne savent pas où chercher. Faux. Ils ont tous des associations partenaires, ils ont tous
Donc c'était pas forcément ça le besoin. En fait, le truc, c'était d'aller voir les gens avec un esprit tout neuf. Parce que si je commence à dire, et au départ je faisais ça, je disais, ah bah moi Easy c'est ça, on fait ça. Et donc les gens partaient sur la critique, l'affirmation de, ah c'est bien, c'est pas bien, ça tu devrais faire ça comme ça, mais ça me donnait pas du coup d'enseignement. Ça me donnait juste qu'est-ce que cette personne-là voit de ce que j'ai envie de faire. À un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de présenter ce que je fais, mais il faut que je comprenne qu'est-ce qu'elle fait, elle. Donc là, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour bien comprendre les besoins de tes bénéficiaires, et sur chacune des postures d'interview, quelles peuvent être les actions que tu peux tester pour aller chercher réellement les besoins des utilisateurs. En fait, une fois que tu as fait ces méthodes-là, que tu es avec tes bénéficiaires, que tu essaies de comprendre leurs besoins, l'objectif, ça va être de tirer 2 éléments principaux de tes échanges. Comprendre d'une part les aspirations de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont envie d'avoir en plus, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter en plus avec le projet que tu es en train de monter. Et d'un autre côté, quelles sont les frustrations que ces personnes ont qui les bloquent, qui les limitent et qui ne leur permet pas aujourd'hui de vivre dans les conditions qu'elles aimeraient avoir. C'est ce qu'on appelle autrement les pains pour les frustrations et les gains pour les aspirations. Une fois que tu as identifié les pains et les gains, tu sais à peu près comment définir ta proposition de valeur pour avoir une offre de service ou de produit qui répond réellement à un besoin. Sur Grabs, ça a été une semaine de rencontre avec les commerçants pour leur soumettre donc cette première proposition de valeur qui était on va améliorer votre image de marque, se rendre compte qu'en fait, même s'ils étaient réceptifs, elle n'était pas suffisante en fait pour faire appel au service. Donc là, très vite, on est arrivé sur en fait, il faut qu'ils s'y retrouvent financièrement, ces commerçants. Il y a que ça qu'ils entendront et qui pourra permettre de les engager durablement. Et donc, dès que ça, on l'a compris, forcément, ça a fonctionné. Côté Allo Louis, c'est vrai que on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre le besoin qui était exprimé et le besoin réel, à savoir que finalement la vraie proposition de valeur auquel tenaient ces seniors, c'était la création de liens sociaux, c'était l'importance d'avoir chaque semaine potentiellement une visite d'un étudiant avec lequel ils allaient pouvoir surtout échanger en fait. Quand j'ai posé les questions, je me suis rendu compte, ils me disaient « Ouais, en fait, ça m'énerve de manger avec des couverts en plastique. » On sentait qu'ils étaient contraints de prendre des couverts pour pouvoir manger, mais qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et c'est ça, cette frustration qui était hyper intéressante. Mais quand on essaie de réfléchir à des solutions ensemble, on a l'impression qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Ramener ses propres couverts, j'y pense pas. Les laver, en fait, on a des couverts sales après dans le sac. Et c'est à partir de là, on s'est dit, ah ouais, les couverts en bois. Ah, on a testé, mais c'est désagréable en bouche. D'accord. Et les couverts en bambou, c'est super cher. Et à chaque fois, on se disait, ah, mais quelle est la bonne solution, en fait. Voilà, on a commencé à se poser plein de questions. Et je leur proposais un petit peu à la fin de l'interview, voilà, si nous on fait des couverts 100% biodégradables et compostables domestiquement, est-ce que toi tu serais prêt à les utiliser? Et en fait ils posent plein de questions. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pas friable? Ça se casse pas quand on mange? Quelle couleur ça a? Quelle odeur? Quel goût? Les grosses aspirations, donc c'était augmenter l'engagement, augmenter l'impact qu'il y a de cet engagement pour les associations. Les fondations sont vraiment tournées sur la mesure d'impact social, et c'est normal parce que c'est leur sujet. Et c'était comment est-ce que, en fait, c'est aussi un enjeu de positionnement pour elles par rapport au COMEX et par rapport aux autres membres de l'entreprise. Et donc là, avec tout ce qui se passe sur l'engagement, etc., ils avaient un vrai enjeu de dire, en fait, on existe, on a un positionnement qui est fort et on a de la valeur ajoutée pour l'entreprise parce qu'on participe au bien-être au travail, à tout plein de choses. Donc ça, c'était les aspirations. Les freins, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup d'autocensure des collaborateurs, notamment en entreprise, qui ne s'engageaient pas, parce qu'on leur dit vous avez des objectifs opérationnels et en même temps vous allez envoyer trois des personnes de votre équipe en engagement. Tu vois, il y a un moment où il y a un truc qui ne matche pas. C'est surtout chez les donateurs, en fait, qu'on a identifié des freins clairement visibles. On en a identifié 3 aux dons aux petites associations caritatives. C'est le manque de moyens. En fait, quand tu peux donner que 2 € et que sur le site de l'asso, il y a marqué donner 5 €, tu vas te dire non, en fait, je sers à rien. Il y a le manque de retour. Si tu ne sais pas où va ton argent, clairement, tu ne donnes pas. Et le manque de simplicité. Si un don est gagné en recherche Google de 45 minutes, voilà, tu te fatigues.
Et pour les associations, nous, on voulait satisfaire à la fois le manque de dons, mais aussi le manque de bénévoles, parce qu'on pensait que c'était vraiment un truc à jouer pour les petites associations caritatives. Et pas du tout. Mais on s'est fait renvoyer dans les cordes. Et ça a complètement changé le projet, parce qu'au départ, notre projet, c'était une application, une carte en fait, et on pouvait localiser les actions caritatives autour de soi, et soit les financer, soit s'inscrire en tant que bénévole. Donc forcément, la branche bénévole, on a arrêté. Il y a des gens qui font beaucoup mieux ça que nous. On a complètement abandonné l'idée de l'application aussi, parce que ça ne nous permettait pas de satisfaire les 3 freins au don en même temps. Il y a un outil qui est hyper pratique, hyper concret, qui s'appelle le Value Proposition Canva, que tu peux télécharger et qu'on te propose de travailler pour définir quelles sont les aspirations et les frustrations des personnes à qui tu t'adresses. Et par rapport à ça, comment toi, tu vas orienter la proposition de valeur du service ou du produit que tu vas créer. Comment on fait pour poser les bonnes questions? Il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, il y a des petites astuces qui vont te permettre d'être le plus efficace possible. Le conseil qu'on te donne, c'est de ne pas présenter trop hâtivement ta solution. Avant de présenter ta solution, questionne tes utilisateurs sur leurs besoins. Pour ça, ce qui est important, c'est que tu poses des questions qui sont un maximum ouvertes. Poser des questions fermées où les gens vont répondre par oui ou par non, ça ne va pas t'apporter grand-chose à part valider juste une mini-hypothèse de ce que toi, tu aurais aimé valider. Nous, ce qu'on te conseille, c'est de poser des questions qui vont commencer par des conjonctions de coordination, par exemple. Quand est-ce que tu en as besoin? Comment tu aimerais que ça fonctionne? Quel serait le format idéal pour toi? Et d'aller chercher un maximum d'éléments chez tes bénéficiaires. Plus à ne pas faire, en fait, c'est projeter la personne qu'on a en face dans un comportement, c'est-à-dire orienter la question de façon à ce qu'en fait, il n'y ait qu'une seule réponse possible. Ça passe par exemple par accepteriez-vous de vous engager à valoriser vos invendus plutôt que de les jeter? On voit mal un commerçant dire non, je préfère vraiment les jeter, de l'eau de javel dessus. Et en fait, très vite, on va être confronté à un biais qui est le mensonge, qui n'est pas forcément volontaire, mais en tant que répondant, on a aussi envie de se donner soi-même une image plutôt positive. Ce qui est hyper intéressant, c'est d'anticiper en fait ce qu'on va faire des résultats, c'est-à-dire comment on va les trier, dans quelle mesure on sera prêt à prendre ces résultats pour pouvoir faire une étude. Par exemple, je savais que les résultats que j'allais avoir, je voulais créer des personas avec les différentes questions et regrouper les personnes suivant, en fait, s'ils ont, par exemple, sont sensibles à l'environnement. Il y en avait un, ça m'avait marqué, il m'avait dit « je m'en fiche ». Et je m'avais vraiment surprise en me disant « ah oui, en fait, il y en a qui s'en fichent ». Et après, il y avait d'autres personnes, la majorité, qui me disaient « je suis hyper sensible, mais je fais pas attention, parce que j'ai pas de solution ». Et des personnes qui sont vraiment très très sensibles et qui ramènent leur propre couvert. En vrai rendez-vous découverte, je ne parle pas, je prends des notes. D'ailleurs, sur la prise de notes, ce que je conseille aux gens, c'est de... En fait, tu as une feuille, tu coupes ta feuille en deux, dans le sens de la verticale. À droite, tu vas mettre tout ce que la personne dit, tes notes. Et à gauche, tu vas mettre à quoi ça te fait penser et ton interprétation. Parce que tu sais, souvent, tu prends des notes, ça te fait penser à un truc. Et donc, dans tes notes, tu vas mettre ce que tu penses. Et après, quand tu reprends tes notes, tu sais plus ce que tu as dit, ce que l'autre a dit. Donc, tu commences à tout mélanger. Et c'est là où tu fais d'une vérité quelque chose qui n'a pas été dit. C'est une astuce que j'ai volé mes cours de sociaux, en fait. C'est la technique de l'entonnoir. C'est tout bête, mais en fait, quand tu parles à quelqu'un en entretien, il faut jamais évoquer tout de suite le besoin. Je vais prendre mon exemple d'association parce que forcément, il faut jamais commencer est-ce que vous avez assez de dons? Parce que tout de suite, il va te dire ah non, etc. Si c'est le besoin que tu cibles. Il faut commencer en haut avec des questions beaucoup plus larges. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'association? Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous avez des difficultés? Et tu resserres de plus en plus, en fait. Et plus le besoin apparaît haut, plus tu sais qu'il est important. En aval des interviews et de tes rencontres avec les bénéficiaires, demande-toi qu'est-ce que tu as appris de nouveau, qu'est-ce qui va te permettre de faire évoluer le projet au départ suite aux échanges que tu as eus avec les bénéficiaires.